Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga de juillet 2015. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez conséquent, il y a eu pas mal d'achats ce mois-ci puisque au total ça fait 28 tomes et avec quelques autres petits trucs. Donc il y a quelques trucs derrière que je vais vous montrer tout de suite. Et donc bah, c'est parti pour la présentation. Sachant qu'il y a quand même, je tiens à le préciser, tout ça, ça fait partie de la même série dont la majorité d'occasions. J'en ai pris quelques-uns neufs. Et là, il y a aussi 3 tomes d'occasion, ces 3 là. Mais on va commencer par ce qu'il y a derrière. Donc tout d'abord, j'ai reçu le Fairy Tail volume 3. Donc je vous le présenterai dans une vidéo à part entière. Donc je vais pas m'attarder dessus. Et aussi, voilà, j'ai acheté le tome 9 d'Assassination Classroom en édition collector. Donc là on a un patron, donc il n'y avait plus rien dedans pour faire le paper toy que je vais vous montrer tout de suite, il est là. Donc voilà, c'est un petit paper toy Koro Sensei, bien sympathique. Et hop, je le pose là. Donc là on a le patron, on a le tome ici, donc le tome que j'ai remis dedans pour l'occasion, mais sinon je l'avais enlevé. Donc on va le mettre ici. Voilà. Et ça se présente comme ça à l'intérieur, donc on a la place pour le tome, et ici on a un DVD avec le visage de Koro Sensei dessus, en bleu, allez savoir pourquoi. Qui contient le premier épisode de l'anime en VOST-FR. Ensuite, on passe à ces deux piles. Donc, on va commencer par celle-là, puisque c'est exclusivement le même manga. C'est lourd. Voilà, donc au total, il y a 13 tomes. 13 tomes, donc ça se suit jusque-là. Donc, les 10 premiers tomes se suivent. Et là, j'ai 3 tomes qui sont. Il me manque le tome 11, et ensuite j'ai 12-13, et ensuite j'ai le tome 16 de Dragon Ball. Donc, comme j'avais commencé à regarder Dragon Ball Super et que je connaissais de manière assez sommaire tout l'univers de Dragon Ball parce que j'avais vu quelques épisodes, on en avait beaucoup parlé, surtout je connaissais à peu près tous les ennemis. Avant de commencer, je connaissais déjà Freezer, Raditz, je savais qu'il y avait Vegeta qui est un ennemi à la base, Cell, les cyborgs, Boo. Enfin voilà, je connaissais vraiment la majorité des ennemis, je connaissais pas mal l'histoire, on me l'avait raconté. Mais quand j'ai commencé Dragon Ball Super, je me suis dit autant approfondir mes connaissances dans Dragon Ball, et donc j'ai commencé à regarder Dragon Ball Kai, puisque Dragon Ball Kai c'est la même histoire que Dragon Ball Z mais en plus court, hein. Enfin, ils ont enlevé tous les épisodes filler et autres épisodes qui ne font que rallonger inutilement certaines actions. Donc on a 159 épisodes pour Dragon Ball Kai et quasiment 300 pour Dragon Ball Z alors que c'est la même histoire. Donc voilà, j'ai regardé Dragon Ball Kai, donc pour l'instant je viens de finir l'arc Cell, donc je suis dans la troisième saison de Dragon Ball Kai qui a commencé en 2014, l'arc La Saga Buu. Et donc j'ai aussi à côté décidé d'acheter les tomes de Dragon Ball, puisque comme je regarde Dragon Ball Kai, je ne connais l'histoire qu'à partir du tome 18, puisque Dragon Ball, le premier animé que je n'ai pas regardé, adapte les 17 premiers tomes. Donc je me suis dit, je vais commencer par là, puis je vais m'acheter aussi tous les tomes, comme ça, ce sera fait. Donc au début, j'ai commencé par acheter le tome 1, donc le tome 1 neuf, donc où j'ai découvert les débuts. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Dragon Ball, ce dont je doute fortement, Dragon Ball, c'est l'histoire tout simplement de Son Goku, ce petit garçon, qui a été recueilli quand il était bébé par un vieillard qui s'appelait Son Gohan. Et donc ça on le voit pas, hein, il nous le raconte. Et donc Son Gohan va finir par mourir de vieillesse, va finir par mourir, pardon. Et Son Goku de son côté va vivre tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre Bulma, avec qui il va partir à la quête des Dragon Ball. Donc les Dragon Ball, ce sont 7 boules de cristal qui, une fois réunies, permettent d'invoquer un dragon qui s'appelle Shenron. Et ce dragon peut exaucer un seul de nos souhaits, mais n'importe lequel. Donc au début, hein, c'est une quête enfantine comme ça. Bon, après il va y avoir tout un tas de choses. Il va y avoir les Tenkaichi Budokai qui sont les championnats du monde d'art martial. Donc il va y en avoir 3 dans les 17 premiers tomes. Dans Dragon Ball Z, on n'en verra qu'un. Donc voilà, il y aura les Tenkaichi Budokai, il va y avoir l'armée du ruban rouge, et il va y avoir aussi euh, le Piccolo Daimao qui sera la première vraie menace de la Terre. Donc tout ça dans les 17 premiers tomes, c'est-à-dire l'animé Dragon Ball, hein. À partir de Dragon Ball Z, là on a Raditz, Nappa et Vegeta, donc les Saiyans, on a Freezer sur Namek, on a Cell, on a les cyborgs, donc C16, C18, non C16, C17, C18, on a aussi C19 et C20, et il y a aussi Boo, avec Babidi et Bibidi. Et donc voilà, et donc en gros au début c'est une simple quête de Dragon pour les Dragon Ball, mais au fur et à mesure hein, ça partir en cacahuète, hein, puisque les Dragon Ball forcément ça permet d'exaucer les vœux, et donc tout le monde les veut, enfin tous ceux qui connaissent leur existence, et la plupart du temps ils sont pas très gentils.
Donc voilà, donc là il y a le premier tome 9. Ensuite j'ai acheté les tomes 2, puis 5 à 10 et 12, 13, 16 d'occasion. Et donc pour compléter, puisque je ne les avais pas trouvés d'occasion, j'ai acheté les tomes 3 et 4, 9. Donc voilà, j'ai que 3 tomes 9, le reste c'est de l'occasion, mais en plutôt bonne qualité. Mince, faut que je prenne. Voilà. Voilà, et voilà. Donc là on a une bonne partie. Donc j'ai pas encore tout lu, je me suis rendu au tome. J'ai dû lire jusqu'au tome 7, je pense. Ouais, donc là, c'est là que un personnage dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais vu, enfin je connais juste de nom, va à débarquer, c'est Tao Pai Pai. Donc on m'en a beaucoup, enfin j'ai entendu assez régulièrement son nom, mais je ne vois pas du tout c'est qui. Donc ensuite on passe à la deuxième pile. Le premier tome que j'ai c'est Tokyo Ghoul, on va décaler ça, tome 12. Le Tokyo Ghoul, tome 12. Alors j'ai lu ce tome il y a extrêmement longtemps, hein, c'est un des premiers tomes que j'ai acheté ce mois-ci. Ça s'est divisé en trois parties. Une première partie où j'ai été acheter 5 tomes, une deuxième partie où j'ai réacheté 5 tomes, et la troisième partie, j'ai d'abord été dans les caches où je me suis acheté au total 18 tomes, non, 13 tomes, donc 10 de Dragon Ball et 3 autres tomes. Et après j'ai été à Cultura et je me suis acheté encore une fois 5 tomes 9. Donc dans ce tome de Tokyo Ghoul qui est pas ça. Ah oui, 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 on a une introduction avec une présentation d'une colombe qui est relativement connue. Donc je sais pas si c'est, je sais plus, pardon. Oui, ça se passe dans le passé. Donc c'est l'histoire de Uta et de merde, comment, de Renji, voilà. Donc l'histoire de Uta et Renji. Donc on connaît désormais Uta, c'est le mec qui fait les masques et donc c'est lui. Et Renji, c'est lui. Donc c'est un mec qui est plutôt calme, hein, et qui va récupérer de la bouffe pour l'antique, qui est donc le café dans lequel travaillent les ghouls. Et donc on a leur histoire, comment ils se sont rencontrés, et comment ils ont affronté aussi Arima, voilà, qui est devenu très connu suite à son combat contre la légendaire Ghoul. Ouais, oui, c'est vraiment centré sur Uta, Renji et Arima au début, hein, du tome. Et ensuite, après, on a. Oh, c'est un peu calme, on a donc, comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, ça doit être Shun. Shun, le gourmet, qui, euh, qui va manger qui va dans un café avec Inami pour être avec elle. Je sais même plus pourquoi. Ah, là, on a comment il s'appelle lui déjà. J'ai oublié son nom. C'est impressionnant. Pourtant, c'est un des personnages principaux. Il s'appelle Amon, Kotaro Amon et donc Akira Amado, qui sont au restaurant. Donc c'est un peu calme, hein, donc on a pas mal de petites histoires comme ça à côté avant qu'il y ait vraiment de l'action. On a Sen Takatsuki, donc qui est la romancière, on va dire, qui écrit tout un tas de romans qu'adorait lire Ken avant de devenir une ghoul. Enfin, il les aime aussi, encore maintenant. Et ils avaient été les voir dans le tome 10 ou 11 pour avoir des autographes. Et donc là, elle a été communiquer les informations au CCG, mais au final, elle lui dit pas grand chose, hein. Et après, t'as Yaken qui décide de retourner. Enfin, il veut aller voir Yoshimura, donc le patron de l'antique, pour lui parler. Et donc on va apprendre pas mal de choses, surtout sur les origines de la chouette, donc la première chouette, hein, qui était très connue. Et on apprend que Toka, je crois qu'elle s'appelle Toka la meuf. Ouais, Toka veut intégrer une université, donc elle a des examens à passer et tout et tout. Et à côté, t'as Ken qui va peut-être, on en apprend aussi un peu sur le passé de Ken, pardon. C'est un peu le bordel, hein, c'est vraiment commencé, il y a pas mal d'informations dans ce tome. Et puis il y a Toka et Ken qui se revoient tout simplement. Et ouais, voilà, ça se limite à ça. Puis Ken va prendre la décision de peut-être retourner à l'antique. Donc voilà, donc c'est un tome plutôt léger, pas trop de baston, hein. On a surtout pas mal d'histoires, on en apprend plus sur les origines de la chouette, on a quelques éléments d'information sur le passé de Ken, hein, quand il était enfant. Enfin, voilà, ensuite on a trois tomes que je n'ai pas lus, qui sont trois tomes d'occasion. On a Hunter
Hunter ou Hunter x Hunter, tome 14, 15 et 17. Donc pour l'instant, j'avais les deux premiers tomes 9, j'avais acheté les tomes 3 à 10, puis 12, 13 d'occasion. Donc là j'ai trouvé ces 3 là d'occasion, je les ai pris aussi pour prendre de l'avance. Je ne les ai pas lus, de toute façon j'ai même pas encore lu tous les autres tomes que j'avais achetés, parce que j'ai dû m'arrêter au tome 7 ou 6. Donc il faut que je lise encore les 3 derniers tomes que je peux lire, jusqu'au tome 10. Et ensuite il faudra que j'attende d'avoir le tome 11 pour pouvoir tous les lire jusqu'au tome 15. Donc voilà. Ensuite, Axel World, tome 2, ça c'est relativement récent, j'ai lu. Donc Axel World, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est tout simplement un light novel de Riki Kawara qui avait été adapté en animé, et il a été donc ensuite adapté en manga. Donc je pense que l'adaptation manga est tirée de l'animé, et c'est édité un show Toto, une fois n'est pas coutume, hein. Tout ce qui va être tiré de comment s'appelle-t-il, de Riki Kawara vont être sont de toute façon édités chez Ototo, que ce soit Sword Art Online Uncred, Sword Art Online Fairy Dance, Axel World ou encore tout récemment Sword Art Online Progressive que j'ai quelque part dans les tomes, là je vais vous le montrer après. Et Axel World, c'est tout simplement l'histoire d'un petit gros qui n'a pas la vie facile, qui est un souffre-douleur, et qui va un jour être, donc le petit gros, je sais plus comment il s'appelle, Arita, voilà, il s'appelle Arita, et il va être abordé par cette fille, qui est tout simplement la meuf la plus jolie et la plus populaire de tout le bahut, qui s'appelle Kuroyuki, non, c'est son surnom Kuroyuki, tout le monde l'appelait comme ça, tout le monde l'appelle comme ça, et elle va tout simplement l'initier au Brain Burst, enfin Burst Linker, voilà, il va devenir un Burst Linker, c'est-à-dire qu'il va entrer dans un nouveau monde super rapide, grâce à l'immersion totale, donc voilà, c'est un manga qui est encore plus futuriste, hein, que Sword Art Online, puisqu'ils ont plus besoin de leur gros casque ou leur nerf gear pour être en immersion totale. Ils sont même à une génération où ils naissent tous de base, hein. On leur fout dès leur naissance une espèce de truc en métal dans le cou qui leur permet de se brancher entre eux, de s'immerger où ils veulent. Enfin voilà, c'est super futuriste, ça se passe quoi 30-20 ans après Sword Art Online. Je sais pas si ça se passe dans le même univers, mais en tout cas, Sword Art Online ça doit se passer en 2020 ou 2030, ça je crois que ça se passe en 2050. Et donc il va devenir un Burst Linker, donc il va découvrir tout le monde d'Axel World, donc d'Accelerated World, et il va prendre l'apparence de Silver Crow. Donc en fait le principe d'Axel World, c'est que ça Axel World génère automatiquement un avatar selon notre personnalité. Donc lui il va avoir ce petit personnage là, Silver Crow, donc il va dire oh là là tout petit tout frêle, mais au final il va se découvrir pas mal de potentiel, et il va avoir son premier duel, donc ça c'était dans le tome 1. Et la princesse Kuroyuki, donc il a initié au Brain Burst parce qu'il était quelqu'un de extrêmement rapide dans les immersions totales, elle se dit qu'il a du potentiel pour devenir un bon Burst Linker, va demander son aide pour battre un joueur qui s'appelle Cyan Peel, qui veut sa peau à elle, parce qu'en fait, pour tout vous dire, en gros il y a des niveaux, hein, comme dans n'importe quel jeu, sauf que à partir du niveau 9, le seul moyen de devenir un niveau 10, c'est de vaincre un autre niveau 9, je crois. Et le truc, c'est que tous les niveaux 9, ils sont ce qu'on appelle des rois aux couleurs pures. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de clans et chaque clan est représenté par une couleur. Et, euh, et en fait, il y avait eu un traité de paix entre tous les rois, donc ce qui étaient les seuls personnages de niveau 9, pour qu'il n'y ait pas d'agression, hein, un pacte de non-agression entre les rois. Mais donc, elle, qui était la reine noire, avait violé ce pacte de paix, avait attaqué un autre personnage. Je sais plus si elle avait réussi ou pas à gagner, à passer niveau 10. Non, je crois qu'elle est toujours niveau 9. Mais enfin voilà, elle est devenue une traîtresse, une renégate, hein, elle peut plus se balader sans se faire défoncer dans le monstre, dans Axel World. Et donc elle se planque, et elle va avoir besoin de l'aide puisqu'il y a un mec qui s'acharne sur elle qui s'appelle Cyan Peel. Et le truc c'est qu'elle arrive à ne pas se faire agresser parce que elle à chaque fois qu'en fait on peut décider ou non de connecter son cou à un réseau internet. Et donc si on est connecté à un réseau internet, elle peut se faire agresser par n'importe quand, par un burst linker. Sauf qu'elle est toujours déconnectée, sauf quand elle est au lycée, puisque le lycée est dans un réseau interne, donc personne ne peut l'agresser, sauf qu'il y a quelqu'un qui réussit à chaque fois à lui foutre les boules, c'est Cyan Peel. Donc elle va demander de l'aide à Arita pour vaincre et trouver d'abord qui est Cyan Peel, et elle va dire à Arita qu'elle soupçonne la meilleure amie d'Arita, puisque Arita c'est un petit gros, mais il a quand même une meilleure amie et un meilleur ami depuis le lycée, enfin la primaire, pardon, c'est Shirui et Takumu. Donc Taku c'est ce bonhomme là, donc bon là il fait un peu tapette, mais il est devenu c'est devenu le mec super populaire, super sportif et tout, mais il a changé de lycée. Et elle c'est Shirui, donc la copine de Taka, donc ça fout un peu le boule parce que c'est un trio, mais lui c'est un peu la troisième roue du carrosse, même si normalement on dit cinquième roue du carrosse. Et donc elle va dire à Arita qu'elle soupçonne Shirui d'être Cyan Peel. Et donc dans ce tome il va aller se brancher directement à elle, donc avec un petit câble,
pour déterminer, enfin, comment il lui dit que c'est pour discuter discrètement, enfin, dans une certaine intimité parce qu'il a des trucs à lui dire, il faut qu'il s'excuse parce qu'il s'était disputé dans le tome 1 et tout. Et en fait, il va fouiller tous ses dossiers pour découvrir qu'au final, ce n'est pas Cian Peel, mais que Cian Peel a piraté. Enfin, lui, il va trouver un fichier virus qu'il va pas oser toucher pour ne pas que Cian Peel sache qu'il a découvert. Mais en gros, il suppose que c'est à Cian Peel, mais il n'est pas sûr. Et donc, il va aller faire part de ses soupçons à Kuroyuki. Mais elle va dire ouais, je peux pas te croire si t'as pas vraiment de preuves. Enfin voilà, elle est un peu casse-couille quoi. Puis Arita va péter un câble, il va dire ah là là, enfin il va péter un câble. Il va dire c'est bon, je sais très bien que tu traînes avec moi, que je suis qu'un pion pour toi, je suis petit, gros, moche, toi t'es belle et tout, je vois pas ce que tu viendrais foutre avec moi, tu te sers de moi, je suis qu'un pion, tu te débarrasseras de moi quand t'auras plus besoin de moi, alors autant faire ça maintenant. Et elle va lui foutre une énorme torgnole et va se mettre à chialer tout simplement parce qu'elle a des sentiments pour lui. La bombasse, la meuf le mieux gaulée et la plus populaire de tout le bahut a des sentiments pour le petit gros souffre-douleur de l'intégralité du bahut. Et il va y avoir un accident, puisqu'il va y avoir un mec qui harcelait, comment il s'appelle, Arita dans le tome 1, mais qui avait été pris en flagrant délit, et quand on avait fouillé son cou métallique, là je sais plus comment on appelle ça, et ils avaient découvert plein de programmes pirates, enfin il avait été mis en tôle pour mineur. Et donc là il a pété un câble et pour se venger il va leur foncer dessus avec une voiture, sauf qu'ils vont servir du burst link. Et Kuroyuki va se servir d'une faculté spéciale que peuvent débloquer que ceux qui sont niveau 9 dans le Burst Link, tout simplement de se déplacer malgré le fait qu'ils aient. En gros, quand on passe en Burst Link, un Brain Burst, pardon, euh, en fait, on est emmené dans une dimension, on va dire, c'est pas une dimension, mais c'est un truc créé par le Burst Link, et qui nous permet de voir, ça accélère notre cœur de manière extrêmement forte, et on a notre conscience qui s'accélère, et en fait ça modélise la situation dans laquelle on se trouve, mais c'est comme si on était en dehors de notre corps. Et en gros, on voit au ralenti ce qui se passe pour nous permettre de réagir. Et donc ils vont voir la voiture s'approcher d'eux, et elle va utiliser une technique qui lui permet de se déplacer super vite, même dans la réalité, alors que c'est pas possible normalement, sauf que ça n'est pas sans conséquence sur le corps. Et en gros, elle va pousser Arita pour qu'il ne fasse pas renverser par la voiture, et elle va se manger la voiture. Elle va survivre, mais elle va se retrouver dans le coma, dans un état critique, enfin voilà, l'hosto. Et ce qui se passe, c'est que Arita va avoir peur qu'un joueur d'Axel World profite de son coma pour pouvoir la provoquer en duel, la défoncer sa mère. Puisque la particularité sur Axel World, c'est qu'on a un certain nombre de points. Quand c'est des points qui nous permettent d'accélérer, on va dire, de faire un burst link. Et c'est des points qu'on gagne en vainquant des adversaires et qu'on perd en perdant contre d'autres adversaires. Et si on n'a plus de points, l'application est désinstallée de force. Et on ne peut plus jamais l'installer, on ne peut plus jamais retourner sur l'accélérateur. Et forcément, comme les gens ils kiffent ça, faire des burst links et tout, et bah c'est un truc qu'ils ne veulent pas perdre. Et donc Arita a peur qu'elle se fasse provoquer en duel et comme elle est inconsciente, elle ne pourra pas se défendre. Et donc il va rester à l'hôpital et à un moment, ce qui doit arriver va arriver. Cian Peel va arriver et va vouloir la provoquer en duel, mais Arita, qui va découvrir que c'est Cian Peel, va le provoquer en duel avant. Donc Cian Peel, c'est le mec qui pèse un max, quoi, et Arita, c'est le mec qui est niveau 1 ou 2, qui est niveau 1, et petite merde, quoi. Mais il va le défier en duel, il va découvrir sa véritable identité, donc petit élément de spoil, donc avancé d'une minute à peu près dans la vidéo, hein, si vous voulez pas que je vous spoil. Le Cian Peel en question, c'est en fait Takumu, donc qui est le meilleur ami de Arita. Et donc Takumu va dire ouais, t'es un bâtard, tu chauffes ma meuf, elle s'inquiète toujours pour toi, elle se bat les couilles de moi, ça m'énerve, faut que je te défonce ta race. Enfin, va s'enchaîner un duel contre Cian Peel donc. Et, euh, et donc il va y avoir un duel et je vous dis pas qui va gagner, hein, ça serait du spoil, mais bon je pense que vous en doutez un peu, on est qu'au début du manga. Et donc voilà pour le tome 2 d'Axel World, et je m'étale un peu, je pense que je vais faire ça en plusieurs parties. World Trigger tome 6, je prends le tome à l'envers, voilà. Oui, là à l'endroit, là, World Trigger tome 6, donc voilà. Donc World Trigger tome 6, c'est le tome 6 de World Trigger, ça vous l'aviez deviné. Et donc dans le tome 5 avait démarré tout simplement une attaque en masse des Neighbors. Les Neighbors qui viennent donc d'une dimension à côté. Et donc forcément le border va dépêcher l'intégralité de ses soldats de classe A et de classe B. Il va laisser les classes C à côté parce que sinon ils vont se faire juste latter la gueule. Et donc on va voir plein de combats par-ci par-là. Forcément on va voir Yuma, on va voir euh, Osamu, je cherchais son nom, et bien d'autres soldats du border
se battre contre des Neighbors, mais on va surtout découvrir une nouvelle race de Neighbors qui a été conçue pour capturer les utilisateurs de Trigger, pour une raison qui nous est totalement inconnue. Et en fait, forcément ils sont super forts, super galères à battre, donc il y en a qui vont galérer à les battre, il va y en avoir quelques-uns qui vont être vaincus, enfin c'est un peu le bordel. Mais au début, le border pense que la stratégie des Neighbors, c'est tout simplement de diviser leurs forces pour mieux les détruire. Mais plus la bataille avance, et plus, pas que le border, mais à peu près tout le monde se dit putain, leur stratégie au Neighbor ne répond à aucune putain de logique. Et au final, en fait, nous on le sait parce qu'on voit une petite réunion entre Neighbor humanoïdes, donc ceux qui ont organisé l'attaque, qui tapent la dispute, il dit ouais, il demande au chef, ouais vas-y laisse-nous y aller, faut que je me défoule et blablabla et blablabla. Et on va apprendre simplement qu'ils veulent envahir notre monde. Et donc en gros ce tome est uniquement centré sur cette bataille qui d'ailleurs ne se terminera pas dans ce tome là, peut-être dans le tome 7 ou le tome 8, je sais pas, on verra. Ensuite, Ultraman, tome 1 et tome 2. C'est génial, sa mère, qu'est-ce que c'est génial. C'est gros, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est magnifique, c'est stylé, c'est épique. En plus, on a des pages couleurs à volo. Regardez-moi ce swag de ouf. J'adore ce manga, pour l'instant du moins. Donc, Ultraman, c'est tout simplement l'histoire d'Ultraman. Non, jure. En gros, il y a 40 ans, des extraterrestres avaient tenté d'attaquer la Terre. Et c'est alors une entité extraterrestre est arrivée sur Terre et a pris possession d'un humain. Et cet humain, donc, qui est devenu l'hôte de cette entité extraterrestre, c'est devenu Ultraman et s'est servi de ses pouvoirs nouvellement acquis pour combattre le mal. Et donc, après avoir vaincu le grand ennemi, que je sais plus comment il s'appelle, alors, donc là au début, libérer de la menace extraterrestre, le monde vivant. Ah oui, non, c'est là. Après ayant accompli sa mission, ce géant de lumière. Non, faut que je trouve le début. C'est où le début? Alors, il y a bien longtemps, une entité éthérique surnommée géant de lumière descendit sur notre planète, utilisant un autre humain pour devenir Ultraman. Celui-ci protégeait notre monde du chaos causé par de titanesques créatures. Ayant accompli sa mission, le géant de lumière retourna auprès des siens aux confins de l'univers. Shin Hayata, l'homme avec qui il avait fusionné, retrouva une vie normale, oubliant tout de sa rencontre et des événements auxquels il avait pris part. Libéré de la menace extraterrestre, le monde vivait désormais dans un état de relative paix, même si les conflits propres aux hommes perdurèrent, l'avenir de la race humaine n'était plus en danger, plusieurs décennies se sont écoulées. Et donc voilà, des années après, Ultraman a disparu, le méchant a disparu, tout le monde vit dans la paix, et on va découvrir Shinjiro, qui n'est autre que le fils de Shin Hayata, donc si vous avez bien compris, c'est le mec qui était devenu Ultraman à l'époque. Et Shinjiro qui est un petit gamin de 4 ou 5 ans au début du manga, et qui étonnamment va faire une chute de 10 putains de mètres et va s'en sortir avec un petit bleu. Et on va découvrir qu'en fait, donc son père, après que Ultraman se soit barré, soit retourné dans l'univers, Shin a regardé en lui des gènes d'Ultraman, ce qui le rend toujours aussi fort, même s'il a complètement oublié qu'il était Ultraman. Et son fils a tout simplement hérité des gènes d'Ultraman. Et donc, à un moment, Shin, qui est donc l'ancien Ultraman, va découvrir qu'il était Ultraman. Et ça va le choquer. Et donc, il va décider de reprendre un peu du service pour le fun. Mais il va y avoir un putain de biggest monstre qui va débarquer et qui va foutre la merde sur Terre. Et donc, Shin, sous la forme d'Ultraman, donc lui, ce sera pas vraiment Ultraman, enfin, il aura toujours la force d'Ultraman, tout ce qu'il veut, mais je pense pas que ce soit la vraie armure d'Ultraman, enfin, comme ils l'ont dit, hein, le géant de lumière s'est rebarré dans l'univers, donc je pense que c'est une espèce d'exo-armure. Enfin, le deuxième Ultraman, c'est ce qu'il va voir, donc son fils, c'est ce qu'il aura. Mais Shin, je pense qu'il a aussi une exo-armure à partir de ce manga. Et donc, il va se battre contre la dite créature pour protéger son fils, puisque la créature était venue agresser son fils, puisque son fils a hérité de ses pouvoirs, comme je vous l'ai dit, et il croit que son père n'est pas au courant, mais son père est tout à fait au courant, il est pas con, puisque lui aussi a une force extraordinaire, il ne savait pas pourquoi pendant une période, mais quand il a découvert qu'il était Ultraman, il s'est dit, ah, ça explique certaines choses. Et donc, Shin va se battre contre cette créature, et il va dire à son fils de se barrer, donc son fils va se barrer, tout simplement, mais finalement, il va voir que son père se fait latter sévère, il va décider d'intervenir. Et donc,
on va dire qu'il y a une espèce de patrouille. Ouais, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une patrouille qui examine les menaces extraterrestres. Et cette fameuse patrouille avait anticipé que Shinjiro aurait voulu aider son père et donc lui a ramené une exo-armure au physique d'Ultraman. Il va lui dire ok vas-y va te fighter. Et donc il va y aller, il va galérer mais il va finir par repousser l'ennemi. Bon il va pas le tuer mais il va le repousser. Et ensuite suite à ça ils vont lui proposer de devenir réellement Ultraman à temps plein. Puisque son père est dans le coma, il est vivant mais dans le coma, et que de toute manière il commence à se faire vieux, et que sans Ultraman il n'aurait aucune force dissuasive pour et bah tout simplement pour dissuader hein, les extraterrestres de venir les attaquer. Surtout que en gros la paix dans l'univers est due à un pacte qui a été fait entre les principales on va dire puissances de l'univers. L'humanité a signé ce traité de paix, enfin dans le plus grand secret hein, puisqu'il n'y a que les plus hauts dignitaires de Terre qui le savent. Mais c'est disons que c'est une paix très fragile et sans force de dissuasion la Terre risque de sombrer dans le chaos. Surtout qu'il y a pas mal d'extraterrestres qui vivent sur Terre en se cachant. Et donc Ultraman va devenir une espèce de patrouille d'extraterrestres qui va devoir aller aider un peu tout le monde. Mais qui va aussi aider hein, le petit peuple dans ses problèmes quotidiens, accidents de voiture et autres chats perchés sur un arbre. Et donc on va voir comment Ultraman va évoluer dans son nouveau boulot. Et c'est génial. Donc pour l'instant il n'y a que 2 tomes. Ensuite, l'attaque des Titans, tome 14, ce sera le dernier tome que je présente là. Je présenterai les quelques autres tomes plus tard, dans une deuxième partie. Donc, l'attaque des Titans, tome 14. Faut que je feuillete ça parce que ça remonte à longtemps. Donc, donc. C'est un peu le bordel, hein. Ça va être chaud à expliquer. Bon, en gros, d'un côté, on a Erwin qui allait voir le Pixis, le commandant Pixis, pour lui expliquer son plan pour détrôner le roi et foutre à la place du roi quelqu'un d'autre dont je ne citerai pas le nom, puisqu'on va découvrir qu'en fait le roi, enfin celui qu'on croit être le roi, en fait la lignée royale qu'on croit être la lignée royale n'est en fait pas la vraie lignée royale. Disons que c'est un substitut qui gouverne au grand jour, mais en fait dans l'ombre ils ont aucun pouvoir, c'est les vrais rois, la vraie lignée royale qui gouverne, mais disons que pour pas être trop exposé, ils vont passer par un substitut qui est donc cette fausse ligne royale. Et le Erwin veut tout simplement faire tomber cette fausse ligne royale pour foutre au pouvoir quelqu'un qui pourrait, disons, mieux diriger l'humanité sans penser à son propre nombril. Et donc, forcément, il forme un petit coup d'état. Et à côté, on a Levi et Hansi qui torture quelqu'un pour obtenir des informations, mais je sais plus c'est quoi ces fameuses informations qu'ils souhaitent obtenir. Donc là, ils vont le matraquer, mais au final, il va jamais rien leur dire et ils vont passer par un petit piège pour le. Ils vont passer par un petit piège pour le faire parler. Et c'est là qu'il va donc les informations qu'il va obtenir, c'était les informations sur la lignée royale, et donc c'est là qu'il va obtenir ça. Et Erwin attendait ces fameuses observations pour tout simplement décider ou non s'il allait faire son coup d'état. Et donc ensuite, ils vont avoir un plan pour pouvoir retrouver la vraie famille royale. Ils vont donc laisser Historia, qui est relativement importante, et Eren se faire capturer. Donc ils vont demander l'aide d'un petit commerçant qui va accepter. Sauf que ça va être le bordel, le petit commerçant va avoir des ennuis. Je vais pas vous dire à quel point ils vont être ennuyeux ces ennuis. Mais et en gros, au final, Eren et Historia qui devaient être, on va dire, capturé sans vraiment l'être. Enfin, l'ennemi devait croire qu'il l'avait capturé, mais qu'il pouvait encore se libérer. Sauf que disons que ça va être un peu plus compliqué que ça. Puisqu'ils vont être réellement capturés par des hommes avec un chapeau noir, pas très sympathiques, qui rappellent à Historia son passé, puisque c'est ces hommes-là qui avaient buté sa mère, ils l'avaient égorgé sous ses yeux. Même si, disons qu'il n'était pas fan de sa mère. Et ensuite, ils vont commencer une espèce de petit plan pour pouvoir je sais plus pourquoi d'ailleurs. Attendez.
Ah oui, puisque au final, comme ils vont avoir des ennuis avec le petit commerçant et tout le monde va accuser le bataillon d'exploration d'être à l'origine de ça, ils vont vouloir les arrêter, donc forcément ils vont devoir se planquer. Et il y a un moment, ils vont tenter quelque chose, mais je sais plus quoi, et c'est là que je me paume un peu dans mes explications. Déjà, il y a Hansi qui va tenter de convaincre le fils du commerçant de raconter ce qui s'est passé, puisqu'il a tout vu, il était témoin, mais il a réussi à se barrer. Mais je me... Attends, j'ai essayé de feuilleter un peu pour... Ah oui, 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 ils vont suivre un corbillard en fait, dans lequel ils pensent qu'est planqué Eren, sauf qu'il y a un moment ils vont le perdre parce qu'ils vont se faire attaquer par des gens qui ont une espèce de nouveau truc tridimensionnel, hein, ça qui se présente comme ça. Qui, ils ont plus des épées, ils ont des espèces de pistolets super puissants, super rapides. Ils ont aussi, comme eux, ils ont plein de lames, eux, ils ont plein de canons de pistolets pour tirer des trucs de fou. Et donc, il va y avoir un combat entre Levi et le chef de cette espèce d'unité spéciale. Et Levi va, on va apprendre que Levi connaît le chef de cette unité, entre guillemets, si on appelle ça une unité. Puisque c'est un mec qu'il avait formé, si je me souviens bien. Et donc je pense. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc c'était un peu mal foutu comme explication. Hein, je m'en excuse, mais c'était un peu galère à expliquer. Enfin, un très bon tome et j'attends avec hâte la suite. Bon, on va dire que c'est tout pour cette première vidéo hein, où j'ai déjà présenté une grosse partie des mangas. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 tomes à vous présenter et je vais vous présenter ça dans une deuxième partie. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et nous rejoindre sur Twitter. Salut tout le monde.